Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture, mes 3 dernières lectures. Aujourd'hui, un tout petit livre de poésie, Ciseaux à puits d'Anna Jouy. La tranche du livre qui est très fine. Pardon mère, un livre de Jacques Chesset, donc 2 auteurs suisses, et puis une réflexion sur la fabrique du consommateur, une histoire de la société marchande de Anthony Galluzzo, dont je parlerai donc aussi. Mais commençons par la poésie d'Anna Jouy. Anna Jouy, elle est comme moi originaire du canton de Fribourg, même si nous ne nous sommes jamais rencontrés dans la vie réelle, en présentiel, comme paraît-il qu'il faut dire. C'est au ciel que se tient la nuit blanche du désir, passerelle de mousse, de crépon et du deuil. Mourir, mourir, revivre peut-être, emprunte le viaduc aux lèvres roses, sourcier, charieur des eaux secrètes, pont de chair dont les piliers font des arches à la bouche du marin, coule ta peau veloutée dans cette rigole sauvage, trempe, détrempe, ne cesse pas, et laisse-toi venir à mon bain. Voilà un de ces poèmes de Ciseaux à puits. Ça se trouve chez Polder, c'est le numéro 137. De la poésie où le corps est omniprésent, où le désir est omniprésent, et où la forme poétique est sans cesse interrogée, est sans cesse présente dans sa création même, où il est question de poésie. Où il est question des mots surgissants. Plus la phrase est lapidaire, plus le ballast du commentaire est ardu à labourer. On creuse le détail, on soulève la pierraille de la catapulte. On se dit, que dire? Et puis on se dit que seule la question importe, qu'on a sûrement planté ici du bizarre pour qu'une interrogation demeure, et que, des heures durant, le sourcil se fronce ou se lève, histoire de donner à mon front la mobilité du voyage qui débute donc dans la beauté de la gare, qui dit case départ. C'est donc un tout petit livre de poésie qui se tient dans la poche, qui ne prend pas de place, mais qui instille dans la tête, dans le corps aussi, beaucoup de passage, de présence, de fulgurance. Et il y a une sorte de nécessité vitale à ingurgiter par petites doses des mots hors du langage ordinaire. Et c'est ce que permet la poésie en général, et ce que permet aussi ce tout petit recueil d'Anna Jouy, avec même le petit marque-page qui va avec. Et c'est un bel objet aussi, avec un petit dessin, illustration de Baptiste Gaillard. Avec ce côté artisanal, la préface, c'est une espèce de petite feuille volante
ce qu'on appelle un papillon à l'intérieur du livre. Un livre confectionné sans doute en nombre restreint que j'ai trouvé dans une librairie à Fribourg. C'est sans doute le seul endroit où on peut trouver encore ce livre, qui n'est pas non plus tout à fait récent. Il a quelques années, même si Anna Jouy est encore active. Oui, achevé d'imprimer au mois d'avril 2008, donc ça a quand même 13 ans. Mais j'ai beaucoup aimé me plonger là-dedans et puis de le rouvrir et de temps en temps aller lire juste quelques mots. Le passé nous fusille, paradoxe. L'enfance au puits, nos mots. De nos images, inutile de se retourner, c'est notre cercle de vie, l'enclos de nos rêves, celui de nos peurs, et cette boucle de cheveux d'ange est ellipse de toutes nos révolutions. Bonjour, destin ouest, je crois comprendre, mais sans savoir. Le lit est dur, le temps, ses traces rouges, partage de paroles, de quelques phrases, je vous porte volontiers dans ces heures grises. Je crois comprendre, mais sans savoir. C'est aussi ce qu'on ressent en lisant ces mots. On ne comprend pas tout. On ne sait pas tout non plus. Mais on croit comprendre. Et il y a ce puits de l'enfance, ce ciseau à puits, feuille, caillou, ciseau, puits, bougie. Anna Jouy, ciseau à puits. L'enfance, il en est question aussi chez Jacques Chesset, écrivain lui aussi suisse roman, vaudois, alors que Anna Jouy est fribourgeoise, qui est né tout près d'où j'habite aussi, dans la ville de Payerne, qui n'apprécie pas beaucoup d'ailleurs, et qui écrit ce livre, Pardon mère, après le décès de sa mère, et qui écrit ce livre, comme le titre l'indique, pour demander pardon. Pardon de quoi? Pardon de l'avoir négligé, pardon de s'y être opposé. Et on a ici un livre qui est un livre touchant par l'amour que ce fils porte à sa mère, par la description très respectueuse qu'il en fait, par les regrets qu'il exprime dans ce livre-là, avec une manière très calviniste de culpabiliser ou de montrer sa faute et de souffrir de la faute que l'on commet avec ostentation, qui pour être franc me gêne un peu. Moi je suis de culture catholique, les fautes, on va se confesser puis c'est fini. Enfin, on ressasse moins, me semble-t-il, dans cette culture-là, alors que chez la famille Vallotton, de la mère de Jacques Chesset, on est des calvinistes rigoureux, et Chesset justement à ce côté-là qu'il tient de sa mère, de culpabiliser parce qu'il a le côté de son père qui a provoqué la mère, qui a déçu la mère. La figure du père est présente aussi dans ce livre-là. Le père qui a trompé son épouse, le père qui s'est suicidé, trahison suprême. Et le fils qui a trop ressemblé au père, qui a trop voulu imiter le père et qui a inutilement
été négligent avec sa mère. Et donc il y a une sorte de manière de faire revivre sa mère pour expier une faute. Et d'ailleurs, à la fin du livre, on est un peu soulagé parce que on a le sentiment qu'il parvient à trouver une certaine paix. Il y a un chapitre intéressant où il visionne un film où sa mère témoigne quelques jours avant sa mort. On l'a interviewée et elle parle. Elle parle notamment du rapport avec Jacques Chesset, avec les livres de Jacques Chesset qu'elle n'a pas aimés, parce que les livres de Chesset sont souvent des livres provocateurs sur le plan de la représentation de la sexualité, avec des personnages assez lugubres, assez scandaleux, qui ne plaisaient pas à une mère qui était, semble-t-il, la gentillesse même et la rigueur même. Quelqu'un qui aimait en littérature La Fontaine et les moralistes classiques. Et il y a quelque chose de moraliste aussi chez Chesset, mais qui est traversé par le goût de la provocation, le goût du scandale, le goût de mettre les pieds dans le plat. Mais là, il réfrène ceci. Il parle aussi du corps de cette mère en insistant sur le fait que son rapport au corps de sa mère n'est en aucun cas un rapport ambigu sur le plan sexuel, mais un rapport très fort quand même, que sa mère reste la référence ultime. Bref, un livre très beau qui est un cri d'amour d'un fils pour sa mère. Et lire des cris d'amour, ça fait toujours du bien, même si celui-ci parfois insiste sur ce qui a mal fonctionné. Quittons pour le troisième livre l'intime, le cocon de l'écriture personnelle, soit dans la poésie chez Anna Jouy, soit dans de la prose adressée à quelqu'un d'extrêmement important, chez Chesset, à sa mère, à un livre qui, lui, est un livre d'histoire, histoire de la société, histoire quand même, je dis qu'on quitte l'intime, pas forcément tout à fait, parce que c'est l'histoire de la société marchande, la fabrique du consommateur, mais vue d'un point de vue social et vue dans ce qui a changé dans le quotidien des gens. On n'est pas dans une histoire économique chez Anthony Galluzzo, on est dans une histoire qui essaye de montrer comment, entre le 19e et le 20e siècle, la marchandise est devenue notre quotidien. Et donc, il va cibler quelques étapes et les décrire avec beaucoup de précision, avec beaucoup de justesse, me semble-t-il, en partant de la société telle qu'elle était avant que la marchandise nous englobe, ces sociétés traditionnelles où tout était présent, c'est-à-dire que l'on vivait en autarcie, l'on pouvait survivre sans être dépendant du reste du monde qu'on ne connaissait pas. Dans le monde rural du 19e siècle, il y a finalement assez peu de temps, on ne sortait pas d'un cercle d'une dizaine, d'une quinzaine de kilomètres. On ne savait pas ce qu'il y avait à l'autre bout du monde, mais même
dans le canton, dans le département d'à côté. Et petit à petit, ce qui était de l'ordre du présent, la nourriture par exemple. La nourriture, on savait d'où elle venait. Il y avait le rituel, on le voit sur cette photo, de la tuerie du cochon. J'ai encore connu ça, moi, chez mes parents, le moment où on allait tuer le cochon, et puis toute la journée, ensuite, on préparait les saucisses, toute la boustifaille qui va avec pour la bénichon qui arrivait. C'était donc pas si ancien que ça a existé dans nos campagnes encore il y a quelques dizaines d'années. Mais toute la nourriture, elle était produite dans le coin, on savait ce que c'était, et au fond, on n'avait pas besoin de faire de la publicité pour en vendre. Et petit à petit, il y a un éloignement qui se fait, et la marchandise va devoir être incarnée différemment, et va devoir passer par des médias, par des images, des catalogues par exemple au départ, par aussi l'implantation des grands magasins. Et c'est tout ce mouvement qui est décrit dans ce livre-là, au point que ces sociétés traditionnelles autarciques vont largement disparaître, et que tout va commencer à circuler, et va aussi imprégner nos esprits. L'esprit de consommation va commencer à prendre la place de ce qui était traditionnel. Va naître par exemple une culture de la jeunesse en opposition avec les générations précédentes au début du XXe siècle. Alors que auparavant, on poursuivait le chemin commencé par nos ancêtres. Tout d'un coup, la jeunesse, par certains médias, par certaines marchandises, par certains achats, va se distinguer. Et de plus en plus, la marchandise va nous occuper, au point qu'à un moment donné, dans les années 1960, on a atteint une sorte de dégoût, on y est encore, et encore plus aujourd'hui, tout en étant encore dans cette société de consommation, voire d'hyperconsommation. Dans les années 60, des mouvements de révolte sont nés qui ont remis en cause la consommation. Mais ce que montre ce livre-là, et c'est un passage très intéressant, notamment tous les mouvements anticonformistes, typiquement mai 68, sont des mouvements qui croient s'opposer à la consommation tout en étant totalement dans cet esprit-là. Un exemple qui est frappant, c'est par exemple les slogans de mai 68. Sous les pavés, la plage. Il est interdit d'interdire. Ce sont des slogans publicitaires. Et en voulant s'opposer à la consommation, on est encore dedans. On est pleinement dedans, on ne parvient pas à en sortir. Et nous sommes aujourd'hui dans une société d'hyperconsommation, et on voit bien, avec la crise de la pandémie actuelle, l'idée de reconstruire le monde d'après, qu'on ne parvient pas à en sortir. Que l'autarcie de nos ancêtres, on est devenu incapable d'y revenir, même si on a parfois le sentiment que ce serait nécessaire. Mais on ne sait plus. Vivre sans le monde dont nous sommes devenus dépendants. Donc une histoire très intéressante, cette histoire de la société marchande d'Anthony Galluzzo. Voilà. Donc mes 3 dernières lectures, Anna Jouy, Jacques Chessé, Anthony Galluzzo.
J'espère revenir bientôt avec de nouveaux livres.